Et pour ce nouvel entretien, je reçois Valérie Deloche, députée européenne du Rassemblement national dans le groupe Patriotes pour l'Europe et aussi agricultrice. Et c'est de ce sujet qu'on va parler aujourd'hui avec cette histoire du Mercosur qui finalement n'en finit pas. On a l'impression que ce qui est assez fascinant, c'est que ça fait à peu près... ça fait quelques années en fait finalement que le Mercosur est sur la table, qu'on parle du Mercosur, qu'on discute des détails du Mercosur. On avait compris qu'il avait été accepté contre l'avis de la France il y a quelques temps. Des manifestations agricoles se sont déclenchées à cause de ce Mercosur et pourtant rien ne semble pouvoir l'arrêter. Comment vous l'expliquez, Valérie Deloche? Eh bien, c'est une accélération qui est mise en marche depuis la dernière mandature, donc depuis un an. Madame von der Leyen veut absolument aboutir à la signature définitive et finale de ce traité, qui n'est importante que pour elle, parce qu'en fin de compte, personne n'en veut. Nos agriculteurs n'en veulent pas, nos politiques, la plupart du temps, n'en veulent pas, même si certains se cachent un peu derrière des petites manœuvres. Voilà, c'est... Parce qu'on a l'impression que même sur ce sujet, même la gauche alors le groupe, le nom du groupe qui est le plus à gauche du Parlement européen m'échappe sur le moment, mais on a l'impression que même la gauche LFI en tout cas a fait preuve d'un petit peu de souverainisme dans ce domaine aussi. En s'y opposant, on a l'impression que finalement tout le monde est d'accord, sauf le centre. Alors c'est vrai qu'une partie de la gauche est contre aussi cet accord, parce qu'ils voient bien que les problèmes que ça va amener dans nos campagnes, la misère qui va arriver petit à petit, qui est déjà là, mais qui va encore s'installer encore un peu plus. Effectivement, c'est au niveau du centre que ça pêche. C'est à ce niveau-là. Quand les LR, par exemple, du français, viennent dire aux agriculteurs non, mais on est avec vous, on ne veut pas de cet accord du Mercosur, et qu'à l'Europe, ils votent pour von der Leyen, ils votent pour son budget, et en fin de compte, avec une petite manœuvre de Macron, avec une clause de sauvegarde totalement bidon, pour les légitimer, en fin de compte, ils vont aller voter l'accord du Mercosur. Mais ce qui est quelque chose d'assez étonnant, parce que vous-même, vous êtes ancienne agricultrice, mais vous avez aussi votre équivalent, on va dire, au groupe justement du PPE, donc de François-Xavier Bellamy, c'est Céline Imard, qui elle-même est également agricultrice, qui était la numéro 2 sur la liste de François-Xavier Bellamy. Et en tant qu'agricultrice, elle est censée quand même comprendre cette problématique. Alors que quand vous l'expliquez, est-ce qu'il y a des agriculteurs finalement que le Mercosur va avantager? Est-ce qu'elle en fait partie? Enfin, selon vous, à partir de quel moment un agriculteur peut se dire ah oui, je vais défendre le Mercosur? Alors, je suis toujours agricultrice, mais avec Madame Imar, j'espère qu'elle aura donc le sursaut pour pouvoir voter contre le Mercosur. Le Mercosur n'avantage pratiquement personne, à part quelques vignerons qui vont y gagner un tout petit peu. Oui, parce que les Donc, vignerons en sont fin de compte, spécialisés dans les exportations, voilà, et donc du coup, exactement. c'est ces exportations qui pourront arriver en Amérique du Sud, parce que rappelons-le, le Mercosur, donc c'est un traité qui se passe entre la France, enfin l'Union européenne donc, et l'ensemble de l'Amérique du Sud. Mais à partir de ce moment-là, donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à part les vignerons, personne n'en ressortira avantagé. Comment est-ce que, encore une fois, les agriculteurs du PPE peuvent se dire ah oui, bah, en fait, finalement, on va le soutenir quand même, ce projet? Je ne sais pas quelle est leur véritable ligne de conduite par rapport à ça, puisque c'est euh, leur tambouille interne, en fin de compte, Hmm, qui fait que ils s'opposent ou ils ne s'opposent pas. Ils ne sont pas tous d'accord déjà entre eux, hmm. ça c'est certain. Ce qui est sûr, c'est qu'en fin de compte, ça va être un véritable désavantage pour notre agriculture française. Pour nous, c'est un accord vache contre bagnole, contre l'industrie allemande. Enfin, pour l'industrie allemande, en vérité. C'est surtout eux que ça va avantager. Nous, ça ne va pas du tout nous avantager. La très, très petite partie des vignerons qui vont y gagner, en fin de compte, cache l'énorme quantité d'agriculteurs qui vont y perdre. Ça, c'est certain. Mais alors, ce qu'on voit selon les études d'impact de la Commission européenne, par exemple, je vais prendre le cas de la viande bovine, mais en fait, les quantités en général restent, soyons honnêtes, assez faibles, les quantités qui seront importées. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de, je crois, 100 000 tonnes de viande bovine, par C'est ça. exemple.
ce qui représenterait, alors certes c'est une perte, mais peut-être est-ce qu'on fait pas un trop gros cas de ce sujet-là quand on voit que ça représente à peu près 1% de ce qui est produit actuellement en Europe. C'est-à-dire que ça reste quelque chose qui est minoritaire quelque part dans toutes les importations qu'on réalise. Même sur la viande de porc, on parle de 25 000 tonnes, donc c'est pareil, extrêmement faible. Le poulet, c'est effectivement un petit peu plus, mais globalement, certes, il y a ces produits qui seront avec des normes inférieures, etc., mais ça représente une poussière quelque part dans toute la production européenne. Alors, c'est pas vraiment une poussière, parce qu'en fin de compte, ça va être qu'un début. C'est une ouverture à ce niveau-là, mais ça pourra aussi augmenter. Nous sommes aussi, comment dire, envahis par l'importation d'autres traités de libre-échange, hein. On n'a pas que celui-ci. C'est un en plus dans tout ce que l'on reçoit. Nous, en Europe, ce qui est envisagé et prôné par Van der Leyen, c'est la décroissance agricole. C'est-à-dire que nous allons perdre sur nos exploitations au niveau de l'élevage pour pouvoir importer de l'autre bout du monde les mêmes produits avec des normes totalement différentes, avec une concurrence totalement déloyale par rapport à notre agriculture. Mais ce qu'on comprend pas, et tout à fait, pardon, mais c'est que, enfin, j'ai envie de dire, en Europe, on a ce qu'il faut théoriquement en champ, on a ce qu'il faut en animaux, et vous êtes les premiers à le défendre. Enfin, en termes d'élevage, en termes d'agriculture, l'Europe est pas autosuffisante, bien sûr, mais on arrive quand même à un niveau d'autarcie, on va dire, suffisant. Pourquoi est-ce que on aurait besoin d'importer en fait ces produits supplémentaires? Et en fait, même, je vous dis, enfin, quelque part, qu'est-ce qui ferait que même des produits argentins ou brésiliens qui soient vendus sur le sol français, enfin, quelles seraient les raisons de les acheter pour les consommateurs? Alors actuellement, justement, au Parlement européen, c'est comment dire, il est mis en place une idéologie verte qui fait que on trouve que c'est beaucoup mieux d'aller chercher ailleurs ce que l'on pourrait produire chez nous. On veut revenir à comment dire, une régénération de la nature, pour que ce soit magnifique un peu partout, que la nature reprenne ses droits. Mais en attendant, effectivement, on perd de notre indépendance alimentaire. Mais ça, c'est certain. Vous êtes agricultrice vous-même, vous devez voir, par exemple, l'appauvrissement des sols, que la pollution des sols, l'appauvrissement des sols, les questions de sécheresse restent des problématiques réelles. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a pu échanger à de nombreuses reprises avec des agriculteurs sur cette radio. Ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il existe un problème écologique. Alors, je parle pas de réchauffement climatique sur ce point précis, mais un problème écologique. Les agriculteurs sont le premier à le subir, et quelque part sur la question de l'appauvrissement enfin la baisse des rendements, sur la question des sécheresses qui arrivent tous les étés, même parfois pendant l'hiver maintenant. Toutes ces problématiques-là, elles existent bien. Donc, quelque part, est-ce que la régénération de la nature, dans le fond, c'est une si mauvaise idée? C'est pas une très très bonne idée, parce qu'en fin de compte, laisser la nature à l'abandon, laisser nos territoires à l'abandon, c'est en fin de compte avoir le risque de beaucoup plus de catastrophes, on va dire, écologiques. Ça peut être aussi des feux de forêt qui se mettent en place, comme on a vu ces derniers temps, parce qu'on a arrêté l'élevage dans ces zones. Ça peut être des retenues d'eau qui ne sont pas mis en place, et donc un glissement, en fin de compte, de l'eau sur nos terrains, qui fait qu'il y a des inondations, alors qu'on aurait pu intervenir et éviter tout ça. Le réchauffement climatique, il existe, mais il existe partout dans le monde. En fin de compte, c'est une adaptation que l'on doit avoir, et une adaptation sur nos terrains pour nos territoires. Et alors, qu'est-ce que vous dites, par exemple, c'est drôle, je regardais un reportage il y a 2 jours, pour tout vous dire, sur justement les vignerons qui, eux, peuvent de moins en moins produire dans le sud de la France, et sur lesquels la quantité de vin, en fait, a pris 1% d'alcool en plus, justement à cause du soleil qui est plus puissant. Maintenant, on commence à avoir du vin qui commence à naître en Belgique, par exemple, parce qu'en fait, le réchauffement climatique fait que les vignerons, eux, voient qu'il y a des opportunités là-bas. Concrètement, qu'est-ce que vous dites aux vignerons français qui, en fait, a sa vigne dans le Languedoc, ou alors dans Provence, ou alors dans le Bordelais, et qui, en fait, va plus pouvoir garder sa vigne dans 10 ou 20 ans, parce qu'en fait, finalement, ça continue à se réchauffer. Enfin, le vigneron, il peut pas. Enfin, vous êtes agricultrice, vous savez bien que vous pouvez pas délocaliser vos terres en Bretagne ou dans d'autres magnifiques régions nordiques. Non, mais c'est certain.
Mais il est vrai que les vignerons ont un énorme problème actuellement au niveau effectivement du climat, mais aussi de l'adaptation de leurs vignes. Euh, Actuellement, le Parlement européen leur propose d'arracher leurs vignes parce qu'il y a moins de demandes. Il y a moins de demandes, ça c'est déjà la base de leur problème. Donc effectivement, il y a quelques années il y a une vingtaine d'années, on avait multiplié les hectares de vignes parce que c'était, comment dire? Le fleuron de la France, c'était magnifique et en fin de compte, on avait multiplié tout ça. Sauf que, actuellement, le vin est en baisse au niveau de la consommation. Donc effectivement, on ne peut plus produire autant parce qu'il n'y a pas une consommation assez importante. Donc effectivement, il y a une adaptation à faire. Justement, dans le sud-ouest, il y a beaucoup d'arrachage de vignes par rapport à ça. Et au niveau du climat, c'est sûr qu'il y a aussi une recherche au niveau des pieds de vigne à faire pour pouvoir s'adapter. Et aussi s'adapter au niveau de la quantité hydrique à apporter. Voilà, donc ça c'est certain. Et il est vrai que nous avons des hectares de vignes qui arrivent un peu plus haut au niveau de notre pays. Il y en a même en Bretagne. Donc, effectivement, c'est une adaptation des sols par rapport à ça. Et alors justement la question qui se pose derrière, c'est que on a l'impression que c'est le discours du RN d'ailleurs qui est beaucoup évolué dans ce sens-là ces dernières années, avec cette idée qu'il faut de la croissance et qu'il faut toujours quelque part produire plus. Et d'un autre côté, effectivement, on a les écologistes de gauche en face qui expliquent qu'il faut toujours produire moins. Euh, C'est ça. Concrètement, est-ce que la croissance, c'est vraiment un objectif en soi quand on voit qu'il y a d'autres pays dans le monde qui, justement, grâce à la mondialisation, peuvent se mettre dans des situations de croissance et qui vont croître plus vite que nous, qui vont pouvoir, parce qu'ils ont moins de normes, parce qu'ils ont moins en fait, ils attachent moins d'importance à la santé de leurs concitoyens, à la qualité de leurs produits. Est-ce que finalement, se dire qu'on va devoir concurrencer des grands pays comme le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, le Canada, c'est pas une course perdue d'avance? Et est-ce qu'il ne faut pas miser sur la qualité de nos produits plutôt que sur la quantité qu'on en produit? Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut miser sur la qualité. Mais il faut aussi se dire qu'il y a 40, 50 ans en arrière, on était en quasi-autonomie au niveau de notre agriculture en France. Donc, l'important, c'est de pouvoir produire, manger ce que l'on produit et pas aller chercher ailleurs ce que l'on pourrait produire. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'on peut avoir une croissance agricole à condition qu'on consomme ce que l'on produit. Et ça, c'est important. Actuellement, nous importons 50% de nos volailles, 50% de nos fraises. C'est inadmissible. Mmh. On a la capacité de le faire en France. On l'avait et on doit le retrouver. C'est surtout ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde ce que l'on peut produire. Surtout que écologiquement, c'est totalement contre-productif. C'est surtout ça. Faisons ce que l'on connaît et ce que l'on sait produire en France. Déjà, on a une qualité qui est exceptionnelle. On a un savoir-faire exceptionnel. On est copié dans le monde. On est reconnu dans le monde entier pour notre qualité de notre production agricole. Continuons comme ça. On ne peut pas mieux faire plutôt que de détruire notre qualité. C'est certain. Alors, Valérie Deloche, vous êtes donc agricultrice. On en parlait justement pendant cet entretien. Concrètement, alors moi, je dois avouer, chers auditeurs, et à vous que cet entretien est arrivé un petit peu au débeauté pour moi. C'était Liselotte qui devait l'animer. Mais alors, dans quel domaine se déroule votre agriculture dans un premier temps, et ensuite, comment vous, à titre personnel, vous seriez touché par le Mercosur, ou vous êtes déjà touché par ces traités de libre-échange? Eh bien, le problème, c'est qu'en fin de compte, toute la, Vous produisez quoi, pardon? alors moi, pardon, Ouais, excusez-moi. Moi, je produis des moutons. Je d'accord, suis oui, éleveuse d'ovins. ok. Je produis des moutons, mais j'ai produit aussi des volailles pendant un certain temps. Bon, j'ai arrêté parce que il y avait la grippe aviaire qui a été un petit peu un arrêt, un stop pour moi. Mais Hmm. je suis surtout donc en mouton. Donc, l'impact, en fin de compte, elle va se retrouver dans le fait qu'on reçoit cette nourriture qui va, en fin de compte, ne pas être étiquetée venant du Mercosur, hein, parce qu'on n'aura pas le droit à cet étiquetage-là, alors qu'on le demande, évidemment, pour qu'il y ait une clarté au niveau des consommateurs. Donc, ça va être de la nourriture qui va être transformée, qui va être dans des produits tout prêts, qui vont... voilà. Et donc, du coup,
heu, le problème, c'est qu'en fin de compte, on risque d'avoir un problème sanitaire. On ne sait pas ce que l'on apporte avec les produits qui sont utilisés là-bas, qui sont interdits en France, avec, il y a des OGM, il Alors, y a des hormones, von der il y a Leyen nous des explique qu'il y aura des antibiotiques. von der C'est Leyen pas nous normal. explique qu'il y aura des contrôles. Alors les contrôles, pour vous dire les contrôles, j'ai, un petit chiffre là qui vient de tomber. Il y a, au port de Santos au Brésil, par exemple, il y a 34 inspecteurs, bon qui ne travaillent pas tous en même temps évidemment, donc on imagine qu'il y en a à peu près la moitié qui sont, en poste dans la journée, pour 20 000 containers par jour pour l'Europe. Vous voyez, où est le contrôle là-dedans? D'accord, Donc ouais. j'imagine que Ou alors ils sont vraiment très, très oui, productifs, ils sont très, très bons, mais franchement, j'ai très peur de ce qui va arriver sur nos sols, européens. Il n'y aura pas de contrôle. Le tout petit pourcentage de contrôle qu'il y aura ne pourra pas, permettre de garantir un produit sain, pour nos consommateurs. Rappelons aussi que c'est quelque chose qui n'a pas éludé, c'est que c'est des pays qui sont aussi gangrénés par la corruption. L'Argentine, il y a récemment eu des scandales autour même du gouvernement de Javier Milei, mais il y a aussi ça au Brésil, c'est devenu presque institutionnel, et dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc ça sera aussi un problème auquel on risque d'être confronté. Mais sur la question du Mercosur, peut-être que... Alors, on apprenait aussi quelque chose d'assez étonnant, c'est que Ursula von der Leyen, hein, qu'on embrasse d'ailleurs, nous explique que en fait, on apprend c'est dans l'opinion, qu'en fait, elle avait tendance à supprimer ses échanges de Ah, messages et ses échanges téléphoniques avec les dirigeants européens, alors que normalement elle est censée garder une traçabilité. Et quelque part, il y a une enquête qui a été lancée, voilà, sur la question du Mercosur, à cause d'un SMS envoyé par Emmanuel Macron à Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron, pendant un temps, on a cru qu'il allait s'opposer au Mercosur, on a cru qu'il allait devenir un peu plus ferme à ce niveau-là, et puis finalement, il s'est couché. oui, tout à fait. En fin de compte, il a produit une petite mesurette, qui est, complètement, qui ne sert absolument à rien, qui est une escroquerie, pour, faire croire qu'il avait, agi sur l'accord, comme quoi il y aurait une petite mesure de clause miroir ou heu, quelque chose comme ça pour pouvoir protéger nos agriculteurs. C'est une escroquerie totale parce qu'en fin de compte, ça n'a jamais été, signé dans les accords du Mercosur. Donc en fin de compte, ça n'est pas approuvé du tout par, D'accord. Donc le même sa les mesurette ah n'est ne pas approuvée. pas du tout. Hmm. Donc ça ne sert absolument à rien. C'est un feu de paille pour faire une diversion et pouvoir, récupérer les voix justement des LR et de Renew ou des macronistes, au Parlement européen. D'accord. Donc, Et effectivement, on a ce nouveau problème de SMS qui disparaissent, alors que, heu, toutes les comment dire, toutes les communications de madame von der Leyen sur oui, les les sujets qui touchent, problèmes oui, européens, doivent être, comment dire? traçables, oui, Traçables, c'est ça, exactement. exactement. Oui, oui, oui. Donc là, ils disparaissent, Bah, effectivement. écoutez, c'est déjà quelque chose qu'on avait vécu il y a quelques années. Voilà, Visiblement, ça devient une pratique courante au Parlement européen. c'est ça. Justement, au Parlement européen, la semaine prochaine, et peut-être que je m'y rendrai moi-même pour ligne droite, chers auditeurs, il y aura le vote de la censure de la Commission européenne d'Ursula von der Leyen par le Rassemblement national. Alors, il y avait déjà eu un tel vote il y a 3 mois, si je ne m'abuse. Je crois que c'était en juin dernier ou début juillet. Oui, c'est quelque Enfin, chose comme ça. dans Oui, ces oui, tout oui, à fait. c'est ça. Je crois que c'est fin juin dernier. Il y avait déjà eu quelque chose de semblable. C'est-à-dire que, pour le coup, la motion avait été déposée par un député du groupe ECR, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui a déposé une motion de censure pour destituer Oui, finalement Ursula von der Leyen, qui, rappelons-le, n'est pas une femme élue, hein, exactement. mais qui donc en fait est à la tête de cette commission. Alors, on va pas se mentir, elle a très peu de chances d'aboutir cette motion de censure, donc pourquoi l'avoir déposée? Eh bien, pour, montrer qui vote pour et qui vote contre. C'est surtout ça. Maintenant, ça sera, là où on verra, comment les députés se comportent. Parce que entre leur discours et leurs faits, il y a une grande différence. Nous, on reste droit, complètement droit sur notre ligne. Quand on dit quelque chose, on le fait.
Nous avons déposé cette motion de censure donc avec Jordan Bardella pour être votée la semaine prochaine, normalement Alors, jeudi prochain. qu'est-ce qui avait motivé directement le dépôt de cette motion de Eh censure? bien, c'était surtout pour que défendre c'était un choix clair pour défendre notre agriculture et montrer, en fin de compte, la soumission de von der Leyen devant ce traité de libre-échange. Et en fin de compte, on veut voir les votes des députés européens pour voir ce qu'ils vont vraiment faire. Et leur parole sera mise en, en- en évidence, c'est Oui, surtout ça. oui, on pourrait, on va dire, voir qui est dans quel camp, ça c'est Exactement. à n'en pas douter. Et alors, à partir de ce moment-là, est-ce que finalement, on se souvient qu'à l'époque de la dernière motion de censure, votre groupe avait un petit peu hésité avant de voter, alors finalement d'un bloc pour cette motion de censure, mais dans les premiers jours, il y avait eu un petit peu des débats internes au Rassemblement national. Pourquoi est-ce que vous aviez hésité à l'origine et pourquoi finalement, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un nouveau cheval de bataille pour vous? Mais parce qu'à l'époque, c'était, comment dire, une motion de censure où il y avait certainement des choses qui n'étaient pas tout à fait dans notre ligne, où on avait certainement des doutes par rapport à ça. Et donc là, comme c'est nous qui l'avons déposé, nous savons exactement ce que nous disons et comment nous le disons. Et là, C'est évidemment, il n'y a pas de souci. c'est plus Mais simple, oui. l'idée, c'est qu'en fin de compte, dans ces traités de libre-échange, c'est qu'en fin de compte, on est gouverné par des gens qui n'ont jamais planté un grain de blé, ni produit un litre de lait, et qui nous disent comment faire notre métier. Donc, il y a un moment, ça suffit, quoi. Et alors, justement, est-ce que là, ces derniers temps, on voit que les manifestations des agriculteurs ont repris. Je pense à un sujet qui a fait hautement polémique quand même en France et même au sein des agriculteurs, c'est celui de la loi Duplon qui est arrivé quand même cet été. Sujet qui est quand même très compliqué. Est-ce que en fait, quelque part, on voit qu'il y a quand même une division chez les agriculteurs que certes, ils votent majoritairement pour le Rassemblement national et adhèrent majoritairement à vos idées, mais il y a quand même une partie des agriculteurs, on va dire, qui représente à peu près un tiers, qui est plutôt écologiste, qui est plutôt partisan de la France insoumise ou en général de la gauche. Il y a très peu d'agriculteurs macronistes, hein, cependant, mais Il y en a euh, quelques-uns, trop sans doute. Mais, c'est sûr. mais en tout cas, oui, voilà, il y a quand même cette partie d'agriculteurs de gauche qui s'était opposée à la loi Duplon il y a quelques mois. Le Rassemblement national l'a soutenu pour le coup en bloc. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une division entre les agriculteurs de la FNSEA et les agriculteurs justement de la Confédération paysanne ou d'autres. Est-ce qu'il y a pas une opposition entre syndicats qui est quand même assez forte entre les grands céréaliers et les petits producteurs? Alors bon, je pense qu'un tiers, c'est beaucoup au niveau du côté écologiste, mais il est vrai qu'il y a toutes les tendances dans l'agriculture. Mais en fin de compte, la loi Duplon était faite vraiment pour, en fin de compte, protéger les agriculteurs. C'était pour éviter une surnorme par rapport aux normes européennes. En Europe, on a le droit à l'acétamiprine, on a le droit à ces produits, mais pas en France. On a interdit en France. Donc en fin de compte, la loi Duplon était là pour redonner un peu de souffle à notre agriculture et d'avoir une concurrence loyale entre nos pays, nos nations européennes et hors européennes. Le souci, c'est qu'en fin de compte, nous, au Rassemblement national, évidemment, on veut toujours apporter une amélioration aux produits phytosanitaires. On veut éviter qu'on utilise ces produits au maximum, mais on ne peut pas les interdire tant qu'on n'a pas trouvé un équivalent à un coût raisonnable. Et c'est pour ça que nous, on veut développer la recherche au niveau des produits Mais c'est toujours la même question. phytosanitaires. Pourquoi des agriculteurs se sont opposés autant, parce qu'il y a quand même une bonne partie des agriculteurs qui l'ont fait, hein, qui se sont autant opposés à une loi qui était censée leur faciliter la vie? Bah, parce que ce ne sont pas ceux qui en ont besoin, c'est surtout ça. Quand on voit les betteraves ou les vergers, là où il y a par exemple des noisettes qui en ont besoin, eux souffrent. Ils sont en train de se faire envahir par des produits qui viennent évidemment de l'extérieur, qui ont droit à cet acétamiprine. Ils ont le droit de l'utiliser quand vous mangez une certaine marque de produits qui
comment dire, je n'ose pas le dire, mais que l'on tartine sur une, Oui, voilà, sur une. oui. On Vous voit voyez ce l'idée que de la vous voyez pâte ce à que je veux dire, tartiner voilà. Et noisetée, en fin de d'accord, compte, oui. eux, ils ont des noisettes dedans, et les noisettes, vous croyez qu'elles viennent d'où? Et elles sont, comment dire, produites comment? Mm, Évidemment que ces produits-là passent absolument partout, sauf en France. mm. Donc, en fin de compte, on tue notre filière de sucre, on tue notre filière de noisettes, et on va en chercher ailleurs encore, Oui, de toute avec façon, ces mêmes il y a produits-là. toujours cette question des. Enfin, dans tous les cas, en C'est ça fait, qui est on a l'impression incroyable. que la loi du plomb soit bonne ou pas dans le fond, sans doute qu'elle l'est dans l'intention, mais que Bien sans clause sûr, miroir à mais côté et bien sans sûr. protectionnisme, on sent que ça ne fonctionne pas. Dernière question, peut-être il nous reste 2 minutes, Valérie Deloge. Quand même, on a l'impression qu'aujourd'hui, les agriculteurs se sentent en bonne partie représentés aussi par leur syndicat principal, qui est la FNSEA, et qui a pas forcément trop de problèmes à réaliser des tractations avec justement la Macronie et le pouvoir en place. Est-ce que, quelque part, on sait que le Rassemblement national dialogue également avec la FNSEA pour justement essayer de plutôt convaincre les agriculteurs que c'est avec vous qu'il faut dialoguer plutôt qu'avec le pouvoir en place. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec cet Arnaud Rousseau qui reste dans le fond un affairiste et le patron d'un groupe qui pèse quand même plus de 6 milliards dans l'agroalimentaire? Effectivement, c'est effectif que nous avons des syndicats qui, en fin de compte, alors il y a ceux qui sont sur le terrain et qui vivent, comment dire, au plus près de leurs exploitations, et qui subissent tous les jours des problèmes qu'on rencontre dans l'agriculture. Et les syndicats, le problème, effectivement, à la tête, n'ont peut-être pas les mêmes soucis. Donc, il y a un peu une distorsion entre les deux. Je pense que c'est à eux de voir, effectivement, en interne, quel est leur véritable souci et leur véritable ligne à tenir. Je pense que les syndicats, euh, quand c'est départemental, quand c'est régional, reste vraiment très proche de la réalité. Après, le problème, c'est qu'en fin de compte, effectivement, excusez-moi, je suis Non, mais désolée. quand on arrive à la Et tête, ils arrivent avec des négociations avec le gouvernement, et c'est là que ça pêche. Mais bon, eh ben écoutez, ça, c'est leur souci. et ben en tout cas, on suivra ça avec attention, y compris la question du Mercosur. On verra si on arrive aussi à retrouver les SMS d'Ursula von der Leyen. Et puis, on suivra aussi votre motion de censure, donc qui sera déposée, on l'a compris, jeudi prochain, Exactement. qui sera votée jeudi prochain au Parlement européen. Donc, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Valérie Deloche. Merci beaucoup à vous.